Écoutez, j'ai vraiment un grand plaisir à être parmi vous et animer cette table ronde sur la créativité, fer de lance de l'innovation en Afrique et son rayonnement dans le monde. Je voudrais très rapidement vous présenter, donner la parole aux intervenants, aux speakers. Vous allez voir, ce sont des personnalités de très 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 haut niveau qui nous font l'honneur d'être présents à Bordeaux et nous tenons à les remercier. Je vais commencer par les dames. Valérie, Merci. je t'en prie. Je ne sais pas si mon micro est ouvert. Bonjour tout le monde. Ravi que vous soyez restés avec nous et pas partis déjeuner. Je suis Valérie Gilles Alexia, je suis directrice générale de Trace pour la France et je suis aussi directrice des médias du groupe Trace que vous devez connaître. Donc c'est 28 chaînes et 8 radios hertziennes. Merci beaucoup Valérie. Marvin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je suis Marvin Oumeyouti et je suis créatrice du podcast Cinéma Raconté, qui est un podcast qui raconte l'histoire des cinémas d'Afrique. Merci beaucoup Marvin. Franck, je te laisse te présenter très rapidement. Oui, Franck Kakou, directeur général d'Universal Music Africa, donc du groupe Universal Music Group, leader de l'industrie musicale dans le monde. Donc on est la filiale ouest-africaine du groupe basé à Abidjan. Merci Franck. Basek, je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Basek Bakobio, je suis cinéaste, puis j'ai une maison d'édition, j'ai une maison de production de films et j'ai créé un festival qui en novembre dernier fêtait ses 25 ans, le festival Écran Noir. Merci beaucoup. Et je me tourne vers notre ami Alex. Oui, je suis Alex Moussa Sawadogo, programmateur, directeur artistique. Depuis un an, le délégué général du FESPACO, l'un des plus grands festivals de cinéma d'Afrique et de la diaspora sur le continent. Merci beaucoup, cher ami. Et moi-même, très rapidement, donc Mohamed Zaglami, je suis l'un des fondateurs de la première école dans le domaine de la 3D, du jeu vidéo, ce qu'on appelle le coding créatif, réalité virtuelle d'Afrique. On a formé plus de 15 000 jeunes de 15 pays africains. C'est pour vous dire le potentiel qu'il y a dans ce secteur, dans cette industrie. Et très, très, très rapidement, donc, on va entamer les débats. Parce que vous savez que les industries créatives et culturelles aujourd'hui font l'objet d'un intérêt très très important de la part des gouvernants, de nos chefs d'État. Et je vais m'adresser aux speakers de mon panel pour leur demander, à votre avis, pourquoi il y a une telle attractivité de l'Afrique à travers les ICC. Est-ce qu'on commence par toi, Valérie ? Alors pourquoi parce que les ICC africains sont d'excellence et méritent d'être vus et d'être promus. Nous, à Trace, on le fait depuis des années, puisque ça fait partie de l'ADN et la création, et c'est la base de la création du groupe Média qui a été créé par Olivier Laouché il y a bientôt 20 ans. On est parti, on a tout de suite déployé nos médias sur le continent africain, parce qu'il y avait une vraie créativité, il y avait une vraie richesse, il y avait des contenus qu'il fallait montrer et exposer dans le monde entier. Aujourd'hui, Trace, on est dans 169 pays et clairement, on a montré à quel point l'Afrique n'était pas l'Afrique seulement. L'Afrique, c'est plusieurs territoires, c'est plusieurs pays, c'est une richesse culturelle qui est énorme et pour nous, c'était tout à fait naturel de le déployer, de le montrer et voilà. Merci beaucoup. On parle beaucoup hier, on avait beaucoup parlé de cet aspect d'écrire un nouveau narratif africain, de parler d'un nouveau storytelling au niveau africain. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, les grands groupes internationaux, les grandes multinationales s'intéressent à l'Afrique, et notamment dans le domaine musical. Pourquoi on s'intéresse à l'Afrique, mon cher Franck ? Alors, au-delà de la créativité et de la capacité de nos talents d'inspirer, je pense, et on le voit particulièrement ces dernières années, le reste du monde, les choses se sont passées à deux niveaux. Le premier, c'est un constat qui n'est pas propre à l'Afrique, c'est que les localités ont tendance à écouter majoritairement ou à consommer du contenu local. On va dire que imaginons sur 100 titres ou sur 100 artistes écoutés,
en Côte d'Ivoire, si on doit parler de la Côte d'Ivoire, on va avoir entre 60 et 70% de ces artistes qui sont des artistes ivoiriens, africains. Donc, partant de ce principe-là, en accompagnant et en constatant aussi la multiplicité des canaux de diffusion et Trace est un des beaux exemples, le digital a été un accélérateur. Au-delà de ça, et c'est le deuxième niveau, c'est le potentiel démographique. On est sur un continent aujourd'hui de 1,4 milliard d'habitants. Un jeune sur 6 aujourd'hui est africain. En 2050, ce sera 1 sur 4. Quand on sait que seulement 360 millions de personnes ont un compte payant sur Spotify et que l'industrie musicale est en train de basculer, si elle n'a pas déjà complètement basculé, dans l'ère du digital, du streaming, le continent africain est un formidable potentiel. Alors, beaucoup d'enjeux, je pense qu'on va être amené à en parler, mais l'aspect créatif, d'un côté, le constat de la consommation de contenu local et le potentiel économique à court, moyen et long terme. Merci beaucoup, Franck. Marvin, je me tourne vers toi qui anime un podcast sur le cinéma. Comment tu vois, toi, cette attractivité? Pourquoi il y a une telle attractivité, un tel intérêt pour le côté créatif africain? Oui, pour moi, je pense qu'à la base, il y a un besoin de reconnaissance par rapport à notre identité culturelle, de notre histoire. Aujourd'hui, on avance dans un monde digital. Si on ne sait pas où est-ce qu'on dit souvent, si on ne sait pas d'où on vient, comment est-ce qu'on pourra avancer dans ce monde? Et moi, je pense qu'à l'époque, par rapport aux films que moi je montre dans le podcast, à l'époque, les réalisateurs, ils étaient déjà très, très créatifs. Il y avait un vrai travail d'écriture, de mise en scène dans les films, pour des films qui dataient de 1960. Et je trouve que c'est très important qu'aujourd'hui, ce genre de film nourrisse la créativité. Aujourd'hui, les gens peuvent s'en inspirer. Et le problème en Afrique, c'est-à-dire que ces films, visiblement, sont inaccessibles au public africain. Et donc, du coup, c'est pour ça, moi, je trouve que que ce soit le podcast ou que ce soit un format vidéo sur YouTube ou que ce soit une page Facebook qu'on crée, quel que soit l'outil numérique qu'on utilise, c'est important de vulgariser ce genre d'histoire pour permettre aux gens de s'inspirer, pour nourrir encore plus leur créativité aujourd'hui. Merci beaucoup, Marvin. Alex, je me tourne vers toi, parce que quand même, le FESPACO, c'est quand même mondialement connu, le cinéma. Et puis, aujourd'hui, tu es en train, entre guillemets, de révolutionner un peu le festival FESPACO avec cette approche digitale. Comment tu perçois, toi, l'attractivité et cet intérêt pour l'écosystème créatif africain dans ton secteur? Oui, Mohamed, moi, contrairement par exemple au grand frère Bassek, moi je suis un héritier du FESPACO qui a été créé en 1969. Vous voyez qu'à l'époque déjà, des personnalités comme Sambin Ousmane, Kipoubi Mambéty Diop, qui se retrouvaient autour d'une piscine juste 10 ans après les indépendances pour pouvoir mettre en place un événement comme le FESPACO, qui aujourd'hui est devenu tout simplement la plateforme incontournable en matière de visibilité du cinéma africain et voire de découverte. Aujourd'hui, quand on aime le cinéma africain ou le cinéma en général, qu'on soit producteur, réalisateur, et qu'on soit directeur de télévision ou autre, on a besoin d'aller au FESPACO pour pouvoir découvrir ces nouveaux films-là. Et aussi, lorsqu'on est réalisateur, aussi, quel que soit le lieu où on se trouve, sur le continent ou de la diaspora, on aimerait, quoi qu'il en soit, pouvoir montrer son film au FESPACO. Donc, ces créateurs, ces fondateurs du FESPACO-là avaient déjà cette vision qu'un jour, en fait, le continent africain sera le lieu, en fait, où la créativité atteindra, en fait, un summum. Donc, du coup, moi, je viens 50 ans plus tard, après la création du FESPACO, de pouvoir aussi apporter aussi ma pierre aussi pour que le festival aussi puisse répondre à son temps. C'est-à-dire, pas un FESPACO vous êtes tous d'accord avec moi qu'un FESPACO de 1969 ne peut pas être un FESPACO de 2021. Et donc, c'est à ma génération aujourd'hui de pouvoir faire de telle sorte que ce festival puisse garder son âme et aussi de pouvoir aussi s'adapter
adapté aux réalités. Donc, on a essayé, depuis ma prise de fonction au FESPACO, de pouvoir aussi ajouter des nouveaux éléments qui n'existaient pas dans les années 69, c'est-à-dire la réalité virtuelle qui revient, le cinéma d'animation, qui fait partie vraiment disons, des formats ou des activités de créativité sur le continent. Merci beaucoup. C'est vrai, quand on parle de réalité virtuelle, on n'a pas l'impression que le continent est axé, et pourtant tu montres des choses extraordinaires en réalité virtuelle. Oui, absolument. Il est important de montrer que la force de la création du continent africain, elle ne reste pas seulement sur ce qu'on sait, le cinéma, les séries et autres aussi. Il y a d'autres choses. Aujourd'hui, un jeune de Yaoundé, ce qu'il peut faire à Yaoundé aussi, est aussi égal qu'un jeune de Berlin. Donc ça montre qu'aujourd'hui, on ne revendique pas notre place de créativité. Nous sommes dans la créativité. C'est notre force de pouvoir, les histoires, comme disait tout à l'heure Marvin, en fait, les histoires que nous racontons, elles ne sont pas des histoires allemandes ou françaises, mais ce sont des histoires qui sont universelles à travers notre identité. Merci beaucoup, Alex. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense d'abord que lorsqu'on parle d'attractivité, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une attractivité certaine. Déjà parce qu'il y a une multiplication et une multiplicité même des sources. En termes de cinéma, je parle là du cinéma. Oui. Vous savez qu'il y a 20 ans, quand on parlait de cinéma en Afrique, c'était le cinéma francophone. C'était le pays francophone. Moi, je me souviens encore, lorsqu'on a fait le sommet mondial à Johannesburg, nous refusions aux Nigérians de dire qu'ils faisaient du cinéma. Idrissa Ouedraogo n'acceptait pas qu'on parle du cinéma nigérien. Aujourd'hui, le débat n'est plus là. Je viens d'un pays, le Cameroun, qui a ce grand avantage, ce privilège, même s'il est parfois douloureux à supporter, d'avoir une partie francophone, une partie anglophone. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de cinéma anglophone. Aujourd'hui, le cinéma camerounais, c'est le cinéma anglophone. Vous comprenez? Donc, il y a cette multiplicité déjà qui fait que ces sources de production se diversifient. Mais quand on parle d'attractivité, je souhaiterais qu'on nuance aussi, parce qu'en même temps, au niveau international, l'intérêt qui est porté sur nos œuvres, je ne suis pas sûr qu'il a été permanent, qu'il a été en hausse en permanence. On a eu de plus belles saisons que cela, n'est-ce pas? Même si il faut peut-être essayer d'étoffer les mesures quantitatives. Donc, il y a cette activité, il y a cette diversité, il y a ce foisonnement, parce que les jeunes qui travaillent actuellement dans l'audiovisuel, dans le cinéma, ils sont extrêmement nombreux, ils sont talentueux, mais se pose toujours le problème de la diffusion, n'est-ce pas? Il faudrait 1000 traces, il faudrait d'autres comme cela. C'est-à-dire que ça seul ne peut pas, n'est-ce pas, prendre tout cela. Et donc, cette affaire de l'attractivité, il faut s'en féliciter, mais il faut se dire qu'elle demande à être nuancée. Merci beaucoup, Bassek. Moi, je vais parler de mon expérience et on va enchaîner ensuite sur le problème. Moi, je suis dans le jeu vidéo. Je suis dans le jeu vidéo, dans l'animation, la 3D, la réalité virtuelle, le coding. Et je travaille depuis des années sur la réappropriation de l'identité culturelle africaine à travers le jeu vidéo. Et on s'est aperçu ces dernières années, puisque nous sommes en face on parlait, et c'est Franck qui l'expliquait, que nous avons une population très jeune. Aujourd'hui, en Afrique, on a une population qui est digital native, que les jeunes sont nés totalement connectés. Ils sont connectés au monde et ils ont une vision du monde qui n'est pas celle des aînés, et eux veulent absolument se positionner et interférer dans le monde. Ils pensent qu'ils ont des solutions. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui, on parlait d'attractivité, on parlait de l'intérêt de l'Afrique, mais c'est aussi ces jeunes qui nous poussent vers ça. Pourquoi? Parce que quand on prend l'exemple du jeu vidéo, l'animation qu'Alex connaît bien, ou même de ce qu'on appelle les BD numériques, c'est des secteurs qui sont en train d'exploser en Afrique et qu'on ne connaît pas ici du côté francophone, c'est beaucoup plus du côté anglophone. Quand vous posez la question aux jeunes, les jeunes vous disent « mais moi je ne me reconnais pas dans un jeu vidéo international où il y a des dragons, c'est pas ma culture. Moi ce que je veux c'est des jeux qui représentent ma culture ». Et on s'aperçoit aujourd'hui en Afrique que les jeunes veulent des produits, des contenus à leur image. Ils veulent retrouver, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on remet au goût les mythes, les cultures, l'héritage culturel africain dans plein de projets digitaux. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce foisonnement créatif qui fait qu'aujourd'hui, les grands groupes internationaux comme Disney, Netflix, Cartoon, tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un réservoir extraordinaire d'histoire. Quand on a 54 pays, plus de 3000 cultures, vous imaginez le potentiel créatif. Et comment va-t-on
utiliser, nous, Africains, mais aussi les jeunes, les gens de la diaspora, comment mettre en valeur. Et Valérie, je me tourne vers toi. Comment ce soft power africain, cette créativité peut être mise en valeur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que, pour mettre en valeur, déjà, il faut faire un état des lieux de ce qui existe. Donc, dans le cinéma, on a 2 acteurs ici qui peuvent nous permettre de récolter, de faire un état des lieux et de proposer. Vous parliez de la diffusion tout à l'heure. Effectivement, il faut que des médias comme les nôtres, nous avons déjà commencé, contribuons à la diffusion et à l'exposition de ces talents. Il y a aussi, je pourrais le dire, les gouvernements qui peuvent aider aussi à l'exposition. Je peux donner un exemple de ce qui s'est passé il y a quelques années. C'est un artiste que vous connaissez qui s'appelle Kesha qui me disait qu'au Portugal, il y a un pays qui a investi le territoire chaque été et qui, pendant 2 mois, juillet et août, payait à tous ces artistes, annexait carrément 2 hôtels et payait à tous ces artistes leur chambre d'hôtel, les plaçait dans tous les clubs, les proposait dans les clubs, tu vois de quoi je parle, les proposait dans tous les clubs. Et qu'est-ce qu'on a vu émerger à ce moment-là? C'était la kizomba. La kizomba a irrigué toute l'Europe et a augmenté l'attractivité de la culture afro-luso en Europe. Donc du coup, tous les artistes européens, tous les artistes angolais, mozambiquais, capverdiens, ont inondé le marché européen et faisaient des tournées. Et ça a stimulé l'industrie musicale de ces zones-là. Donc voilà, donc il y a effectivement l'exposition sur les médias, l'exposition grâce aux médias, grâce au gouvernement, et le premier que j'avais évoqué, et avec les festivals qui contribuent aussi à les mettre en valeur. Merci Valérie. Donc le soft power doit être aussi très important pour toi, pour la mise en valeur de cette musique africaine, universelle, et aujourd'hui très très bien implantée en Afrique sur plusieurs plateformes, fait des choses extraordinaires. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Franck? Et ça, c'est très important. Oui, nous, c'est une des caractéristiques de ces signaux-là qu'on reçoit et qui viennent confirmer qu'on œuvre dans le bon sens. Si on devait parler de choses à faire pour accompagner ce qu'on perçoit, ce qu'on sent, je pense que tout à l'heure, Marvin parlait de prise de conscience aussi de nos générations, de celles en dessous aussi qui arrivent. Il y a un travail à faire, je pense, au niveau des gouvernements, naturellement, une volonté politique. Et au Nigeria, à un moment donné aussi, il y a eu une volonté politique qui a accompagné le développement de Nollywood, le développement de l'industrie musicale locale vers l'extérieur. Au-delà de la volonté politique, je pense qu'il y a un travail à faire du local vers le local, et la prise de conscience vient accompagner ça, de produire des artistes locaux, et c'est ce qu'on fait, en leur faisant comprendre et en essayant d'inculquer l'idée selon laquelle le succès d'un artiste local, qu'il soit camerounais, sénégalais, ivoirien, congolais, ne doit pas être synonyme de succès à l'international. La prise de conscience de la construction d'une carrière professionnelle chez soi, sans pour autant nécessairement devoir partir de chez soi et avoir du succès à l'extérieur de chez soi. Donc travailler le local pour le local, en créant des emplois, en créant des vocations, en créant des opportunités sur place. C'est un moyen, je pense, d'accompagner cette culture et de la faire ensuite voyager. Le deuxième niveau, c'est au niveau des diasporas, le D dans JNDA aujourd'hui. Je pense qu'on a, dans cette prise de conscience, elle se fait chez nous, sur le continent, mais elle se fait aussi à travers, et Internet a été un facilitateur, un accélérateur, je pense aussi, à travers ces nouvelles générations-là qui sont en dehors du continent, qui ont grandi en dehors du continent, qui souvent sont nés en dehors du continent, mais qui se réapproprient leur propre culture et qui la consomment, qui la font voyager, elle aussi, et développer ces ponts-là, développer ces canaux,
accompagner des artistes qui s'inspirent de ce qui est fait chez eux et qui véhiculent donc ce soft power, et on le voit avec les sonorités afro qu'on peut entendre ces dernières années sur les ondes ici. Tout ça vient accompagner le développement de l'industrie en local et faire rayonner la créativité africaine. Si je peux rebondir. Je t'en prie, Valérie. Je vais complètement dans ton sens parce qu'on se rend compte, nous, à Trace, parce qu'on a tous nos programmateurs qui sont basés en local, quand on arrive à faire émerger un artiste en local, justement, avec la diffusion en télé, avec le digital, on arrive à faire exploser à l'international. Ça se construit en local, la validation se fait en local et ensuite, ça rayonne. Tout à fait. J'allais te parler du succès de Jérusalem. Donc, c'est quand même extraordinaire qu'une chanson comme ça est arrivée à devenir un hit mondial, ce qui prouve que l'Afrique est capable quand on le veut. Donc, et c'est vrai que ça a été accompagné au niveau international. Je pense qu'il y a un véritable storytelling à créer autour de la créativité africaine, et on doit tous se rendre compte que l'Afrique... il faut arrêter les clichés habituels. L'Afrique pauvre, misérabiliste, c'est pas vrai. L'Afrique, la jeunesse africaine est l'une des plus créatives au monde. Tout le monde la copie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il faut le dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon cher Alex? Mais non, moi je parlerai beaucoup plus au niveau du cinéma. Oui, le cinéma aujourd'hui est très intéressant. Oui, absolument. Tous les pays veulent avoir maintenant se développer dans le cinéma. Les gouvernements, qu'est-ce que tu en penses de ça? Nous, absolument, en tant que programmateur de festival, pour ne pas dire gestionnaire d'un festival, nous sommes à la fin de cette création. Et donc, ce qui amène aussi les festivals, aussi, comme je disais tout à l'heure, aussi, à s'adapter aussi aux réalités. Nombreux sont les festivals aujourd'hui qui, en plus de leur espace, activité de présentation, de découverte de films aussi, ont commencé à créer aussi ce qu'on appelle des laboratoires d'histoire. Je prends le cas tout simplement au niveau de Ouaga, ce n'est pas le FESPACO qui l'a créé. Moi-même, qui après avoir vécu 20 ans en Allemagne, je suis retourné au Burkina où j'ai mis en place ce qu'on appelle le Ouaga Film Lab. D'abord, en tant que Burkinabé vivant à l'étranger, j'étais un peu à cet moment fatigué d'accepter que les projets de films africains soient, disons, formatés au niveau africain, soient formatés en Europe avant de revenir sur le continent africain. Je me suis rendu compte que sur le continent, nous avons des hommes, des femmes capables en fait d'écrire leur histoire et d'être aussi reconstruits, développés aussi dans des laboratoires africains avec des experts africains, avec le Ouaga Film Lab. Depuis sa création, il y a 7-8 ans aujourd'hui, nombreux sont les festivals aujourd'hui où les films sortent. Le dernier FESPACO, le gagnant de l'étalon d'or en documentaire, c'était un produit de Ouaga Film Lab et dans d'autres festivals. Donc du coup aussi, ça crée une émulsion aussi sur le continent. Je prends le cas de Yaoundé et Film Lab aussi, dont le créateur s'est inspiré de Ouaga Film Lab. Au niveau de la Tunisie, on a des résidences, tout simplement pour dire que nous avons des histoires, nous avons de très belles histoires. Et il faut arriver à un certain moment de pouvoir les mettre en valeur avec aussi, disons, de les développer pour qu'ils puissent répondre aux canons internationaux, parce qu'on ne va pas juste faire des films pour qu'ils soient vus seulement sur le continent africain, il faut qu'ils soient vus aussi à l'international aussi, mais nous avons la chance aussi d'avoir des personnalités qui les permettent de pouvoir se développer. Mais depuis la sortie de Black Panthers, qui a rayonné dans le monde entier, on s'est rendu compte, on ne s'est pas rendu compte, on le savait déjà, mais on avait du mal de pouvoir faire ressortir ces mythes-là, alors qu'il y avait des réalisateurs, je prends le cas de Gaston Caboret, Idrissa Ouedraogo, de Samben, de Djibril, qui avaient développé ces histoires-là, mais qui aujourd'hui, beaucoup de jeunes en fait, avaient essayé quand même de prendre d'autres chemins, mais se sont rendus compte que non, au fond de nos histoires, dans nos pays, nous avons de très belles histoires qui sont historiques, qu'on pourrait faire. Black Panther aurait pu être réalisé aussi par un Camerounais ou par un Burkinabé. Tout à fait d'accord. Et après, il y a peut-être une question de moyens. Oui, pour pouvoir déployer les histoires, oui, mais après, c'est Valérie, en termes de production. Vous savez, la question de moyens, moi, je suis d'avis que sur le content, nous avons les moyens. Et aussi, faire des films aussi ne veut pas dire à la production, je ne connais pas le budget de Black Panthers, mais nous avons aussi sur le continent aussi des hommes et des femmes capables aussi, des structures aussi capables aussi de pouvoir financer ces films-là. Comme disait Marvin, c'est une prise de conscience.
On ne peut pas aujourd'hui vouloir développer notre industrie cinématographique, pour ne pas dire audiovisuelle, sans vouloir et refuser de mettre les moyens. Nous avons les moyens. Faire un grand film, je laisse la parole à grand frère Basset qui est réalisateur. 1 million d'euros pour faire un film, aujourd'hui c'est le budget minimum en fait pour un film africain, alors que nous pouvons aller même à 2 millions d'euros. Les techniciens aujourd'hui, les caméras, tout ce que nous utilisons aussi, c'est les mêmes choses qu'on utilise en Europe. Nous avons ces hommes-là. Donc aujourd'hui, si un pays, le Burkina, le Cameroun, j'en cite, ou l'Afrique du Sud, veut avoir des films en griffe comme des Black Panthers aussi, on a les capacités. C'est juste une volonté politique. Non, mais tu as tout à fait raison, et je partage ton avis. L'exemple type, c'est Disney. Disney, en reprenant le festival que tu organises, tu n'as jamais eu autant de films d'animation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique passe à la télévision numérique, on a besoin de contenu. Et ça, on oublie, ça c'est souvent. Et par exemple, Disney est à la recherche de nouvelles histoires. Disney s'est associé avec un studio à Lagos pour faire quoi ? Pour créer une série, et ça il faut le savoir, c'est une série de dessins animés sur l'afrofuturisme. C'est-à-dire que l'afrofuturisme, un peu c'est l'univers de Black Panthers, inspire aussi les grands studios américains. Netflix a créé en Afrique du Sud et au Zimbabwe, je ne sais pas si vous le savez, une série d'animation qui est disponible sur Netflix en ce moment, ça s'appelle les Mamas. C'est 5 super-héroïnes noires africaines. C'est une histoire, un scénario développé par des femmes et produit par des femmes africaines. C'est un dessin animé qui est disponible sur Netflix. Aujourd'hui, il y a toute une industrie du cinéma d'animation qui est en train de se développer en Afrique qu'on ne voit pas, qui est extraordinaire. Il va falloir Je t'en prie, Basek. Tout à fait. Il va falloir qu'on fasse très attention. Parce qu'au niveau de la production, effectivement, les choses bougent. Au niveau de la réception de notre jeune public, par contre, là, je t'ai trouvé très optimiste. C'est-à-dire que le jeune public, je ne parle pas de la musique, il y a un statut un peu différent, mais au cinéma et au audiovisuel, je ne suis pas sûr que lorsque ce jeune public va chercher des films, il cherche des films de contenu africain. C'est pas sûr. Parce que c'est je te parlais du jeu vidéo, moi. Parce que c'est un point purement idéologique et qu'il va falloir travailler très sérieusement. Il va falloir que nous nous battons pour décoloniser, n'est-ce pas, totalement, n'est-ce pas, l'espace culturel, l'espace onirique, l'espace du rêve des jeunes Africains. Et nous, alors, quand nous parlions de l'Afrique, n'est-ce pas, qui est convoitée par tout le monde, oui, parce que c'est l'un des rares, c'est peut-être le seul territoire qui reste désormais ouvert et libre pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut entrer en Afrique, faire ce qu'il veut et repartir. Et donc, il va falloir se battre pour qu'effectivement nos jeunes comprennent que nous ne pouvons pas laisser ce continent ouvert à tous les vents et que nous allons produire pour notre jeunesse, mais c'est un gros débat. Et c'est pour cela que beaucoup de mes camarades cinéastes, il en est témoin, ces tensions ont été tentées par la vie politique. Entrer en politique parce qu'on se rend compte qu'il y a un mur, et pour continuer ce mur, il ne suffit pas d'être cinéaste, de dire le dernier beau discours. Parfois, il faut être même politique, n'est-ce pas, pour essayer d'imposer cela. Et ça, c'est un gros problème. Et je vous assure que si on ne fait pas attention à ça, sur le plan de l'audiovisuel et du cinéma, j'ai l'impression que les contenus, malheureusement, n'est-ce pas, que les jeunes vont voir, ne sont pas ces contenus africains, pas parce qu'ils ne les aimeraient pas les voir, pas parce qu'ils sont mal faits, mais parce qu'ils vivent aussi dans un contexte où ils sont acculturés, n'est-ce pas, acculturés par l'Occident, acculturés par les parents, acculturés par tout le monde. Et je termine en disant que dans le cas d'un pays comme le Cameroun, où on nous présente cette histoire de barrière de 200 langues, 250 langues, le jeune Camerounais qui grandit, qui veut voir des films, il les voit en français ou en anglais. Je suis convaincu que tant que le jeune Camerounais sera condamné à voir des films en français ou en anglais, il ne se libérera jamais. Il faudrait qu'on ait la chance de pouvoir avoir nos langues nationales qui passent nos films. Je comprends très très bien. C'est vrai que dans le secteur dans lequel je suis, le jeu vidéo et tout ce qui est coding est un peu différent. Mais je vais donner la parole à Marvin pour voir un peu ce qu'elle en pense. Elle est jeune, elle est dans cet univers. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es d'accord avec Basek ou Alors, par rapport à un conflit de génération là. Par rapport à ce qu'il faut faire, moi je pense quand même qu'il y a déjà des choses qui se font. Je reste toujours dans le cadre du cinéma vu que c'est le domaine dans lequel j'évolue. Aujourd'hui, les chiffres de fréquentation en salle par rapport au cinéma en Afrique, c'est pas la même chose qu'il y a 10 ans. Hier, je lisais encore, il y a un film africain qui a fait 57 000 entrées en Afrique. Et ça, c'est le plus gros chiffre qu'on ait connu depuis, je crois, le siècle dernier pour un film africain.
et les trois Lascars, je ne sais pas si... voilà. Et donc, du coup, je pense que les gens ont commencé par comprendre, comme le disait M. Bassa, qu'il y a un vrai problème de réception. Et je pense que les gens ont commencé par comprendre déjà quels sont les films qui intéressent, quel genre de film intéresse le public africain. C'est vrai que M. Alex n'est pas très d'accord pour le fait qu'il faut faire des films uniquement qui ne doivent pas être vus par les Africains et que ça doit être promu aussi à l'international. Mais le problème qu'on a chez nous, c'est-à-dire que les films qu'on fait ne sont déjà même pas vus par les Africains. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent au fait de faire des films pour le public et ils créent en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on veut montrer notre film localement avant de pouvoir s'exporter à l'international. Je comprends très bien ce que tu veux dire parce que nous, on le voit sur le terrain et c'est à peu près la même chose. Mais par exemple, dans le secteur de la BD numérique, ce qu'on appelle les comics, les comics aujourd'hui, pour revenir à Bassek, les jeunes se reconnaissent dans les comics. Aujourd'hui, tu as des maisons d'édition qui fleurissent. On a l'équivalent des Avengers, l'équivalent des super-héros américains en Afrique. On a des super-héros noirs. Et les jeunes te disent aujourd'hui, pourquoi les super-héros doivent être toujours blancs ? Et donc, il y a toute une littératie qui s'est créée autour des comics. Tu le vois dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, tu viens du Cameroun, Kiro Games est très très connu. Kiro Games, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des jeux vidéo avec la mythologie africaine. Aujourd'hui, dans le domaine du mobile gaming, on a plus de 350 millions de joueurs, de jeunes. Donc, l'avenir, pour moi, il est là. C'est cette jeunesse. Mais c'est vrai que le cinéma est un peu particulier par rapport à l'intérêt de la jeunesse africaine qui s'intéresse beaucoup plus, c'est vrai, à la musique, aux jeux vidéo, à l'animation, ces choses-là. Mais moi, ce que je voulais en revenir, et pour moi c'est très important, parce qu'on voit l'intérêt des industries créatives, on voit beaucoup de pays aujourd'hui prendre position. Si on prend l'exemple du Nigeria, le Nigeria, aujourd'hui, la volonté, c'est de créer 80 000 emplois dans le secteur. L'Égypte, aujourd'hui, il y a 7-8 mois, a annoncé la volonté de créer 100 000 emplois dans le secteur des industries créatives. On voit le poids que les industries créatives culturelles prennent. Aujourd'hui, il y a une conscience des gouvernements. Et je voulais savoir ce que vous en pensez, parce que si on prend l'exemple de la Corée avec la K-pop qui est devenue un phénomène mondial, est-ce qu'on peut voir en Afrique un tel phénomène arriver ? Je crois que tu as envie de parler. Oui, Mohamed. Avant de répondre à ta question, j'aimerais juste revenir sur ce que disait Marvin. Je ne suis pas contre qu'on produise juste pour le continent africain, non. Comme Valérie l'a dit tout à l'heure aussi, on veut aller du local à l'international. Donc c'est important qu'aujourd'hui, dans nos créations aussi, nous ne nous contentons pas juste de notre public. Si on parle d'économie, la plupart des films aujourd'hui qui naissent sur le continent, on en sait tous qu'il n'existe pas véritablement de fonds. Rares sont les pays africains qui disposent des fonds nationaux pour la production de ces films-là, pour qu'un réalisateur... nous, aujourd'hui, hormis Bassek qui est sur la table, en fait, nous sommes juste, des personnes qui sont entre les créateurs et le public. Mais en tant que réalisateur sur le continent, il faut vivre, en fait. Donc, c'est que les questions de droit, on ne va pas arriver en là, pour les questions de droit ou autres qui peuvent permettre à l'artiste aussi, pour ne pas dire au réalisateur de vivre aussi. Mais seulement sur le continent, cela ne permettrait pas vraiment aux réalisateurs d'en vivre aussi. Pour revenir justement à ce que disait Franck aussi avant d'entamer ta question, Mohamed, c'est le rôle de la diaspora. Nous sommes aussi sur la question de la diaspora. Aujourd'hui, sur le continent, ces talents, ils existent partout. Je n'aime pas dire des talents, je veux dire que ces professionnels, ils sont un peu partout dans le monde entier, mais ils reviennent. Je prends le cas de Ladjili aujourd'hui, qui est franco-malien, sénégalais, pour ne pas dire, après son succès à Cannes, il est reparti à Dakar, où il est en train de créer des écoles de cinéma. C'est le cas de Dakar, il projette aussi au Cameroun ou à Ouaga ou à Abidjan. Je prends aussi le cas aussi d'Alain Gomis, qui est franco-sénégalais, après avoir triomphé au FESPACO, à Berlin et autres aussi, est revenu aussi sur le continent, où il a mis le centre Yenenga. Tout ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il veut vraiment que ces jeunes qui sont sur le continent arrivent à écrire leur propre histoire, à pouvoir créer des films aussi, à fabriquer des films aussi avec des standards internationaux. C'est ce qui va leur permettre aussi de pouvoir développer cette industrie locale aussi et de pouvoir aussi être connus à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, si on se contente seulement du marché africain, on continuera aussi, quelle que soit la grandeur du marché aussi, ça va s'essouffler aussi. C'est important de montrer au monde entier
C'est vrai, nous sommes sur le continent, nous avons très peu de moyens, mais nous sommes capables aussi de montrer aux yeux du monde aussi que nous nous inscrivons aussi dans ce qu'on appelle cet universel aussi. Donc, la question de Mohamed, oui, qu'est-ce que je peux dire? Moi, personnellement, je suis d'avis que on ne pourra rien faire bouger sur le continent lorsqu'on ne prend pas les décisions nous-mêmes. J'insiste là-dessus. Après, je prends ma propre histoire. J'ai vécu 20 ans en Allemagne, j'ai dirigé des festivals, j'étais programmateur dans de nombreux festivals. Le fait d'accepter, revenir sur le continent, diriger le FESPACO, en tant que Burkinabé à l'étranger, j'ai critiqué, c'était une énorme décision. Je ne venais pas pour gagner de l'argent, parce que je venais tout simplement parce que je pouvais contribuer aussi à écrire l'histoire de ce pays, à l'histoire de ce continent, de pouvoir apporter ce que nous voulons faire sur le continent. C'est très bien. C'est très bien que tu parles de contribution. Ça va me permettre, excuse-moi de t'interrompre, d'aller vers Valérie, parce que ce que fait Trace TV, et c'est pas connu parce qu'on a toujours l'impression que c'est une chaîne de télévision musicale, mais vous vous êtes lancé aussi dans la production de dessins animés et vous faites des projets très très intéressants. Ça me permet de faire le parallèle, mon cher Alex. Valérie, tu peux nous en parler parce que c'est aussi peut-être l'avenir, il est là, de l'Afrique créative. Effectivement, l'avenir est dans le développement et le déploiement de choses qui permettent effectivement d'éduquer les jeunes à travers des outils qu'ils connaissent, à travers une lecture qu'ils connaissent. Donc on a commencé effectivement par la musique, mais il y a aussi l'animation aujourd'hui. Et on essaie d'intégrer tout l'écosystème de l'audiovisuel en passant par l'animation, mais aussi par la formation, par la sensibilisation, pour faire grandir les jeunes aujourd'hui. Et quand on disait tout à l'heure que les jeunes ne voulaient pas regarder forcément des contenus africains, et en tout cas qui ne s'y intéressaient pas assez, peut-être qu'on a aussi un travail de reconnaissance, qu'eux-mêmes reconnaissent leur histoire, qu'ils y adhèrent, qu'ils s'engagent, que l'authenticité prime. Moi, j'ai une fille de 17 ans qui est donc du coup plutôt diaspora, mais qui est à la recherche de sa culture, qui est à la recherche de son identité, et qui la valide. Donc, je pense que les jeunes sont en train d'évoluer aussi. Ils ont besoin de s'affirmer et ils prennent conscience de leurs valeurs culturelles. Et il faut qu'on aille aussi dans ce sens-là et qu'on les fasse grandir pour qu'ils adhèrent au contenu de chez eux. Merci Valérie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'avenir de cette industrie, mon cher Franck? Écoute, en 2 mots, je pense que tu as parlé de la K-pop tout à l'heure. C'est un phénomène qui symbolise tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je suis un afro-optimiste, si on peut appeler ça comme ça. Et je pense que dans les années futures, on aura une A-pop, une pop africaine qui aura sa place comme la musique latino. Et ces dernières années, on a vu l'explosion de la musique latino avec des Despacito et autres J Balvin qui ont inondé nos ondes. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est tout un phénomène, tout un processus qui est parti du dedans vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on est en train de voir, je pense, aujourd'hui. Maintenant, il faut pas oublier les challenges qu'on a. On a parlé de beaucoup de choses très positives pendant notre échange, mais on a beaucoup de challenges. Les choses ne se feront pas en un claquement de doigts et le rôle de la diaspora, des diasporas, va être important dans tout ça. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord. Bassek, qu'est-ce que tu en penses? Parce que nous, dans une génération, par rapport aux jeunes, qu'est-ce que tu penses un peu de cet avenir? Et tu es passé par différents stades. Tout à fait, je suis passé par différents stades et j'ai vu beaucoup d'expériences. Et l'expérience nigérienne me rassure quelque part. Parce qu'on parle aujourd'hui du Nigeria, c'est comme c'était une magie, on dit les pouvoirs publics. Le Nigeria, les pouvoirs publics sont venus après. Ça veut dire que c'est des commerçants, n'est-ce pas, qui ont créé le cinéma nigérien, l'audiovisuel nigérien qui se développe. Mais heureusement, ce formidable pays qu'est le Nigeria, ils ont réussi à avoir une espèce d'anarchie régulée, n'est-ce pas? Et c'est formidable, et ça se développe. Et aujourd'hui, ils influencent tous les modes vestimentaires, les modes culinaires partout en Afrique. Donc, je crois, je ne suis pas pessimiste par rapport à cela. Je dis simplement qu'il faut que nous soyons conscients de ces dangers, que nous travaillons en ce sens-là, que nous fassions en sorte que les jeunes se forment. Et ils se forment de plus en plus. Nous, on a créé une université, un institut supérieur au Cameroun pour le cinéma et l'audiovisuel. Et ça concerne la mode, ça concerne d'autres choses. Et je crois qu'effectivement, il faut être optimiste. Mais se dire qu'il faut travailler, qu'il faut se battre
Et là où les pouvoirs publics peuvent être intéressants, c'est justement de permettre seulement d'avoir des textes, des lois qui obligent, n'est-ce pas, indirectement que les gens s'intéressent à la culture locale. Merci beaucoup, Bassek. Avant de conclure, pardon? Oui, on va conclure, mais la conclusion, je vais la laisser à Marvin. Il m'a fait rire. Non, moi, je voulais simplement terminer par rapport à ce que disait Franck. Effectivement, tout ce qui se passe, c'est un bouillonnement créatif aujourd'hui en Afrique. Le fait que le dernier prix d'architecture ait été attribué pour la première fois en africain, que le design, que la mode la mode africaine inspire aujourd'hui le monde, on voit qu'il y a un intérêt, une attractivité qui est là. Mais c'est vrai également qu'il faut être lucide. On a des problèmes de structuration, on a des problèmes de formation, on a des problèmes de financement. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, nos États commencent à prendre en compte que les industries créatives et culturelles sont un secteur aujourd'hui où on crée des emplois, on crée des entreprises. Certes, ça représente qu'1%, les industries créatives, qu'1% au niveau africain, mais dans certains pays, c'est 3-4%. Et moi, je voudrais laisser le mot de la fin à celle qui représente la jeunesse et le futur de l'Afrique. Tout ce que moi je dirais, c'est que je suis aussi optimiste que Franck. Et je pense que s'il y a des gens comme moi qui ont compris qu'il faut nous retourner à notre histoire pour mieux évoluer, je pense que ça va bouger. Merci beaucoup pour le mot de la fin. Et là, on va rester parce qu'on a les pitchs. Et je voudrais inviter à monter sur scène Francis Tembog, qui est porteur d'un projet extraordinaire. Et mon cher Francis, la parole est à toi. Ce que je vais vous demander, c'est qu'on va faire monter les pitchers et je vais vous demander de s'installer. Pour des raisons protocolaires, Samuel Eto'o est à 14h et je vous demande de respecter les contraintes horaires. Donc, s'il vous plaît, je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez 3 minutes. Est-ce qu'on peut mettre l'éclairage pupitre, s'il vous plaît? Les pitchers sont sur les pupitres. Voilà. Et excusez-moi, je vais vous demander de vous remettre dans le public. Oui. Bonjour, je suis Francis Mbok, camerounais. Vous pouvez vous mettre au pupitre. Voilà. Et comme l'a dit Mohamed, je porte un projet avec 3 autres associés qui est dans le domaine de l'e-sport. C'est la société Sagesse que nous avons créée en Afrique qui porte ce projet. C'est un projet qui consiste à fédérer tous les acteurs de l'e-sport en Afrique, agréger toute cette créativité au sein d'une plateforme. Donc, c'est l'un des projets digitaux les plus importants du continent parce qu'aujourd'hui, nous avons 35 pays qui se sont engagés avec nous. Notre ambition, c'est de couvrir les 54 pays africains. Donc, les discussions continuent. 35 pays africains sont déjà engagés avec nous. En plus d'agréger, il y a toute la partie monétisation. Créer des revenus réguliers, constants et pérennes, récurrents, pour tous ces acteurs-là, gagner de l'argent avec l'e-sport en Afrique. Donc voilà, aujourd'hui, pour comprendre de quoi il s'agit, il y a le gaming et puis il y a l'e-sport. Le gaming, c'est la pratique loisir du jeu vidéo. Et puis l'e-sport, c'est la partie compétitive. C'est-à-dire il y a une confrontation entre 2 personnes ou 2 équipes dans le domaine de l'e-sport. Donc il y a tout un écosystème avec lequel nous parlons aujourd'hui en Afrique, qui est en attente de voir démarrer ce projet. Donc, il faut dire qu'en Afrique aujourd'hui, Mohamed parlait de 350 millions, mais selon les dernières études de Social Netlink, c'est 600 millions de gamers en Afrique aujourd'hui. Donc, c'est un marché énorme, c'est un potentiel énorme. Et puisque ce qui constitue l'un des éléments clés de notre réflexion sont là, à savoir Universal et puis Trust TV, nous voulons absolument créer une identité sonore et visuelle avec vos entreprises. Et pourquoi faire cela? Parce que nous voulons que lors de nos événements, cette musique, ces vidéoclips soient projetés. Et c'est très important parce que nos champions vont participer à des finales continentales au niveau mondial. Et il faut que cette identité sonore et visuelle les accompagne. Voilà. Donc, je vous remercie.
Merci beaucoup, Francis. Et nous allons libérer le plateau. Je suis désolé pour Jean, on fera une petite intervention tout à l'heure. Le protocole d'abord. Merci beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Et j'espère que ça vous aura donné des envies de faire des choses extraordinaires en Afrique, dans la créativité. Merci beaucoup. Alors, juste avant l'intervention de Samuel Eto'o, je vais demander à Yannick Etchoua, le président du Club des bâtisseurs, de faire intervenir. Merci David. Alors je vais appeler successivement Monsieur Gondé Elon qui nous vient du Cameroun, qui fait partie de la communauté des bâtisseurs africains et qui va nous présenter un magnifique projet de Red Plast, donc une entreprise qu'il développe très efficacement sur le Cameroun. Et il sera suivi de Monsieur Ndonfak qui excelle également, mais plutôt dans l'industrie, la construction. Vous avez 3 minutes chacun. Merci. Bonjour, messieurs, mesdames. Je vais présenter en quelque sorte notre initiative au Cameroun, qui est Red Plast. Donc, Red Plast naît d'un compta dans la ville de Douala et qui est le même compta des villes d'Afrique. Nous avons énormément de déchets, des déchets plastiques par occurrence, et qui créent des problèmes environnementaux. À Douala, par exemple, une bonne partie de l'année, nous avons les pieds sous l'eau parce que nous ne pouvons pas drainer facilement les déchets. Alors, notre solution était simple. Non seulement les déchets sont source de pollution, mais également, il y a un facteur consommation des matières premières. Alors, on va allier la solution protection de l'environnement et économie des ressources naturelles. C'est dans cette logique que nous avons lancé l'entreprise de Red Plast. Et quand on parle d'économie des ressources naturelles, ça va du tri sélectif jusqu'à la fabrication des produits finis qui sont les pavés, les granulés. C'est très important d'insister sur les granulés parce que le Cameroun en importe chaque année près de 50 000 tonnes pour son industrie de transformation d'emballage. Avec notre solution, par exemple, on veut réduire cette importation. À l'heure actuelle, nous traitons environ 1000 tonnes. Cette année, nous allons passer à 2000 tonnes de déchets traités. Et on espère que d'ici 2025, nous pourrons traiter 10 000 tonnes d'emballage. Donc, nous avons également constaté que le plastique n'était pas la seule solution, le seul problème du moins aux déchets, parce que dans nos villes, les déchets sont mis en décharge. Et comme nous regardons nos décharges, elles deviennent de plus en plus pleines et on a oublié d'en créer d'autres. Bon, pour réduire ce phénomène, nous avons opté de pouvoir faire le tri sélectif d'autres types de matières. Donc, nous avons créé une autre entité qu'on appelle EcoCollect, qui permet de valoriser l'ensemble des déchets collectés et triés. Et actuellement, nous avons un contrat de gestion des déchets d'une ville, et c'est une première au Cameroun. Depuis 53 ans, c'est une seule entreprise qui avait le contrat de gestion des déchets. Nous avons une ville de 400 000 habitants qui nous a fait confiance depuis le 1er janvier. Nous expérimentons le tri sélectif des déchets, que nous transformons successivement en granulés pavés, mais également en engrais biologiques pour les déchets organiques. Et cette ville, c'est la ville de Nkonsamba. Donc, nous sommes venus ici avec l'idée de pouvoir finaliser avec ce projet d'usine de recyclage de 10 000 tonnes et qui va pouvoir créer 300 emplois directs et 10 000 emplois indirects, voilà, et qui va s'étendre sur 5 hectares de superficie. Donc, merci. Okay, bonjour à tout le monde. Je suis M. Ndonfak Cyril. Je viens du Cameroun. J'ai été sélectionné pour le bâtisseur africain pour faire partie de cette grande conférence. Et je vous remercie déjà de votre attention. Alors, l'entreprise que je représente est née en 2016, SIM Industrie, qui est chargée d'étudier et concevoir les usines et de les réaliser. Et ma vision était de montrer qu'en Afrique, on est capable de faire ce qu'on voit ailleurs sans avoir besoin de faire appel à ceux qui viennent d'ailleurs pour venir réaliser. Nous avons aujourd'hui une très bonne expérience depuis 2016. On a réussi à construire, à avoir la confiance des entreprises comme Dangote Cement qui nous a confié une partie de construction de leur usine. On a également construit des usines dans le cacao, des usines dans
le bois, dans la transformation du bois. Donc, nous sommes là pour dire à la diaspora, si vous avez des projets que vous voulez réaliser en Afrique, vous pouvez vous tourner vers nous. Avec notre expérience, on peut vous aider non seulement à la conception, mais également à la réalisation du projet. Et nous croyons que, étant donné qu'il y a beaucoup ici qui ont des projets à réaliser, en travaillant avec nous, vous avez l'assurance que vous êtes avec un partenaire de confiance. Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant appeler Madame Fatimatou Ousmanou, qui est un de nos partenaires et qui développe et qui est surtout responsable Afrique de l'entreprise TapTapSend, qui opère dans le transfert d'argent de la diaspora en direction d'Afrique. Je pense qu'elle développera beaucoup mieux que moi cette solution. Merci beaucoup Yannick. Bonjour à tous. Je suis Fatimatou Ousmanou. Je suis cofondatrice de TapTapSend. Je suis d'origine camerounaise, 100% camerounaise, même si je ressemble à quelqu'un d'Afrique de l'Ouest. J'ai fini par me marier en Afrique de l'Ouest avec un Sénégalais. Mais je représente donc TapTapSend. Alors TapTapSend, c'est une start-up qui permet aux membres de la diaspora africaine d'envoyer de l'argent facilement, à des frais réduits et de manière totalement sécurisée à leurs proches en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la diaspora, c'est le premier investisseur du continent africain. Devant n'importe quel fonds monétaire ou autre, ce sont d'abord vous, Africains de l'extérieur, qui contribuez tous les jours à développer économiquement votre pays. Aujourd'hui, juste en termes de flux, l'année dernière, on pense à 42 milliards d'argent qui ont été envoyés vers l'Afrique subsaharienne par la diaspora. Que ce soit via des applications de transfert d'argent, que ce soit de main à main, parce qu'on sait aussi qu'au niveau informel, ça ne se quantifie pas, mais c'est énormément d'argent qui sont injectés tous les jours en Afrique. TapTapSend, c'est une solution qui est très simple, qui vous permet à partir de votre téléphone portable d'envoyer de l'argent vers le mobile money de vos proches en Afrique, c'est-à-dire Orange Money, MTN Money. On sait qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une vraie révolution du mobile. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux de pénétration mobile en Afrique, il est de plus de 80%. Donc, plus de 80% des personnes en Afrique ont accès à un téléphone mobile, ont accès à un smartphone et peuvent aussi recevoir de l'argent directement dans leur téléphone avec le mobile money. Le mobile money, ça a permis une véritable inclusion financière. Quand on est conscient qu'il n'y a que 15% de personnes sur le continent africain qui ont accès à la banque, aujourd'hui, recevoir l'argent dans son téléphone, c'est un vrai moyen aussi de pouvoir épargner, de pouvoir envoyer de l'argent à sa famille plus facilement et de pouvoir aussi investir dans des projets. Donc TapTapSend, du moins sur le Cameroun, ça vous permet d'envoyer de l'argent pour 2 € seulement, peu importe le montant que vous envoyez, directement reçu instantanément sur le portefeuille Orange Money ou MTN de vos proches. On n'est pas uniquement au Cameroun, on est aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Nigeria, au Ghana, en Éthiopie. Et on ouvre des pays tous les jours. On est aussi à Madagascar. On vient de lancer le Mozambique notamment. Donc TapTapSend est présent. On a vraiment pour objectif de croître. On est sur une bonne lancée. Aujourd'hui, on parle de plus de centaines de millions d'euros qui sont envoyés vers l'Afrique. On a dépassé le milliard d'euros envoyés vers l'Afrique à partir de TapTapSend en termes de volume d'argent. On parle de plus de dizaines de milliers d'utilisateurs tous les mois qui utilisent TapTapSend pour envoyer de l'argent au Cameroun. Et juste pour une petite anecdote, tout à l'heure, on était dans le taxi pour venir ici. Et Yannick m'appelait pour me... Donc, je me présentais, je lui disais, c'est Fatih de TapTapSend. Et là, le chauffeur se retourne et me dit, ah, c'est vous TapTapSend. Ma femme envoie l'argent tous les jours avec TapTapSend. Donc, pour moi, c'est une petite victoire parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise TapTapSend au quotidien. Et les 5 € qu'on économise plutôt qu'utiliser les opérateurs traditionnels en passant par TapTapSend, eh ben, c'est autant plus d'argent injecté dans l'économie camerounaise et africaine en général. Donc voilà, je suis très fière d'être parmi vous. Je suis une enfant de la diaspora, je suis née et j'ai grandi en France, mais je suis très très fière de mon pays qui est le Cameroun. Je partage ces valeurs d'Afrique, de solidarité et de soutien. Je me suis aussi mariée dans un pays qui est le Sénégal, où les valeurs de solidarité et de soutien sont très importantes. Une grosse partie du salaire de mon mari part au Sénégal tous les jours et je l'accepte. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est ça aussi. En tant qu'enfant de la diaspora, même si on n'est pas né, même si on n'a pas grandi en Afrique, on a toujours une attache très forte avec le continent. Et à travers des projets comme TapTapSend ou d'autres projets entrepreneuriaux, on continue à notre échelle à investir dans l'économie africaine. Merci beaucoup, c'était Fatimatou Ousmanou.